Bonjour, bienvenue à la médiathèque Bernadette Cassapiero. Donc nous allons continuer notre parcours littéraire. Nous avons reçu la semaine dernière l'historien et écrivain Gérard Lafleur pour la présentation de son dernier ouvrage. Et aujourd'hui, nous allons accueillir un auteur de littérature jeunesse, Noël Chandler, qui nous présentera dans un instant son dernier livre intitulé Ève, la fourmi qui voulait devenir une infirmière. C'est toute une histoire. Donc, vous, internautes, vous pourrez poser des questions à l'auteur après la présentation de son livre. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à l'auteur Noël Chandler. Bonjour à vous, merci à la médiathèque de Saint-Claude de m'avoir invité parce que j'ai produit un dernier ouvrage qui parle de Saint-Claude. C'est un ouvrage destiné aux enfants, des petits jusqu'à 8-9 ans. Voilà. Oui, bonjour. Noël Chandler présente son premier ouvrage pour le public. Et en fait, nous allons la présenter très brièvement. Elle a donc suivi des études normales de droit public et de droit privé. Elle a fait un master en sciences de l'éducation et elle a enseigné successivement en Guyane, à Saint-Martin et en Guadeloupe. Maintenant, elle enseigne à Rivière-des-Pères. Mais, mis à part son travail d'enseignante, elle est passionnée par la peinture et elle a déjà exposé à plusieurs reprises, 5 fois. Mais, tout au cours de sa carrière, elle a souvent écrit. Elle est passionnée d'écriture, mais ce sont des écrits pour ses besoins personnels qui n'étaient pas publiés. Ces 5 dernières années, nous avons eu l'occasion de la lire sans le savoir, parce qu'elle a publié régulièrement des reportages pour le journal France Antille. Nous ne savions pas que c'était elle. Quelque part, elle abordait sa relation, l'écriture qui était destinée au public. Aujourd'hui, elle confirme et elle nous propose son petit livre qui est destiné au public. Elle développera tout à l'heure. Et j'ai envie de nous poser la question, pourquoi elle a attendu tellement de temps pour nous faire cette proposition? En fait, l'écriture pour moi c'est un projet de vie. Depuis très jeune, depuis l'âge de 10-13 ans, j'écris. Et à 13 ans, j'avais déjà décidé que je voulais devenir écrivaine. Donc, j'ai d'abord écrit pour moi des poèmes. Puis par la suite, j'ai travaillé dans le journal France Antille Guadeloupe et j'ai constaté que mes publications étaient lues, appréciées pour la plupart des fois. Donc j'ai réalisé que c'est bon, je suis prête. Et donc j'ai commencé à écrire un premier album avec l'association des petites batteries. Et puis j'ai produit mon propre album. Depuis que nous sommes sortis du confinement, donc je passe à la promotion. Et j'ai fait que les illustrations, puisque je suis un peintre, j'expose quelques fois. Mais les illustrations pour cet album sont vraiment très particulières, adaptées aux enfants, avec des couleurs vives, avec des éléments très attractifs. Parce qu'en fait, dans cet ouvrage, je souhaite donner aux enfants une idée positive de notre environnement, parce que l'ouvrage parle de l'environnement, notamment de l'environnement de Saint-Claude. Donc ça m'a paru très important de faire partager aux enfants mes réflexions, tout en leur donnant un peu de bonheur avec une histoire intéressante, attractive. Donc voilà mes objectifs pour l'écriture de ce livre. Oui, alors, vous précisez, Madame Chandler, que ce livre est adressé aux enfants. Je l'ai lu et relu plusieurs fois, parce qu'il faut le relire plusieurs fois tellement il est dense. D'accord? Et
j'ai eu le sentiment que ce livre s'adressait également aux adultes. Peut-on dire que, en fait, les adultes peuvent être intéressés par cette parution? L'ouvrage s'adresse certes aux enfants, mais l'histoire a été conçue en raison de notre mode de fonctionnement de notre société, de la cellule familiale, en raison de notre approche avec l'environnement. Donc, l'objectif, c'est d'abord de donner aux enfants une histoire attractive, positive, mais les parents, ils seront interpellés dans la mesure où j'aborde des thèmes assez importants. Je présente deux types de familles. Une famille à travers la famille Fourmi qui est très unie, où les enfants sont très autonomes, ils participent beaucoup au fonctionnement de la famille. Et je présente également une famille où un peu le père est absent, arrive très tard, la mère délaisse ses enfants et les enfants font ce qu'ils veulent, ils sont livrés à eux-mêmes. Et surtout sont dans une culture de non-travail, d'amusement sans but, puisqu'ils se mettent à détruire l'environnement proche. Donc j'essaie de montrer à travers ces deux familles comment on peut aider nos enfants à trouver un sens dans leur vie. Parce qu'en fait, Ève la fourmi, à force d'observer ses parents, à force de surmonter les épreuves de la famille, hein, parce qu'ils sont à un moment attaqués, elle finit par trouver un sens à sa vie. Le sens pour sa vie, ça sera de devenir infirmière. Tandis que les autres enfants, il y a l'obligation d'intervenir, qu'une tierce personne intervienne pour qu'ils aient un sens, pour leur expliquer le sens de la vie. Cette tierce personne, c'est un sage, dans la représentation du sage que j'ai appelé Gégé. Donc, voilà deux enfants, deux profils d'enfants qui naturellement deviennent autonomes, naturellement deviennent sérieux, et un autre type d'enfant qui est obligé de trouver un sens à sa vie parce qu'il a besoin d'une tierce personne, parce que nous avons face à eux des parents qui sont un peu défaillants. Donc voilà, donc je voulais présenter aux parents des modèles familiaux intéressants, structurants, et je voulais aussi les interpeller. Que pensez-vous de l'éducation que vous donnez à vos enfants? Donc, quand M. Baliani vous pose la question, oui, je m'adresse aux enfants, mais également aux parents. Voilà. Ouais. Alors, cela suscite une nouvelle question de ma part. C'est que, quelle est votre source d'inspiration? Est-ce celui de la femme, de la mère de famille, de l'artiste, de l'enseignante, de la journaliste, pour pouvoir interpeller à la fois le parent et l'enfant? En fait, je dirais c'est un tout. Mais je suis d'abord partie de mon expérience d'enseignante. Parce qu'en fait, il y a 3 ans, j'étais en difficulté avec un enfant de niveau CA1. J'avais des difficultés pour lui faire comprendre le programme de grammaire. Donc je me suis dit, je fais appel à ces images mentales de son environnement pour lui expliquer c'est quoi un verbe, un nom, un déterminant, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, j'ai monté une petite histoire. Je le faisais répéter plusieurs fois. Et il a fini par comprendre. Mais moi, j'en ai tiré une histoire que j'ai écrite assez rapidement, en 5 jours. Hein. En fait, les tableaux m'ont pris beaucoup plus de temps que l'écriture. Et au fur et à mesure, j'ai fait appel à d'autres intervenants parce qu'il faut avoir l'humilité de se faire relire, critiquer. J'ai fait appel à 2 sociologues, une psychologue et bien sûr des collègues enseignants en français pour me relire et voir ce qui n'allait pas dans l'histoire. Mais en fait, tout était presque parfait. Donc, je me suis lancée. Donc,
c'est également l'enseignant qui est intervenu, c'est également l'artiste peintre, également la mère de famille, parce que je suis interpellée face à l'attitude de nos enfants depuis 10-20 ans. Nos enfants qui évoluent et nous qui sommes en difficulté, que ce soit en tant que parents, que ce soit en tant qu'enseignants, pour leur faire comprendre que la vie, que le travail, c'est fondamental. Donc voilà mes différentes sources d'inspiration. Alors, faut-il que le divorce soit bien grand entre la famille traditionnelle qui est représentée à travers l'histoire des Foumis, quoi. Parce que finalement, ce sont des Foumis. Il faudra nous dire tout à l'heure pourquoi le choix des Foumis, mais je reste à ma question. Et la génération actuelle, parce que le profil des familles d'antan et d'aujourd'hui, c'est quand même, ce n'est pas le même. On serait censé dire que les valeurs se sont un peu effritées. Donc l'interpellation est aussi grande que cela? Oui. C'est-à-dire que moi, en fait, je me suis nourrie par les histoires de mes parents, de mes grands-parents, qui me racontaient comment ils avaient une place importante dans la famille. C'est-à-dire que les parents se levaient très tôt avant. Chacun avait sa tâche. Celui-là devait chercher de l'eau, celui-là devait s'occuper des seaux qu'il fallait emmener au catiche. D'autres savaient déjà faire à manger dès l'âge de 8 ans, savaient déjà nettoyer, ce que je dis indirectement dans l'histoire, hein, à travers Ève. Les enfants, en temps en temps, étaient excessivement autonomes. Ils avaient le sens des responsabilités. Certes, il y avait des parents qui montraient plus qu'ils dialoguaient, comme on dialogue maintenant avec nos enfants. Nous avions des parents en temps qui étaient beaucoup plus sévères, qui n'hésitaient pas à frapper de temps en temps. Mais maintenant, nous avons une nouvelle génération de parents, une nouvelle génération de familles, qui ont peut-être dû remettre en question certaines choses qu'ils ont vécues, mais également qui sont confrontés en permanence à des modèles familiaux venant de l'extérieur. Et on a tendance en Guadeloupe, depuis les années 70-80, ça s'est vraiment arrivé, à s'inspirer de ce qui vient de l'extérieur. Ça peut être bien, hein. Par exemple, on nous a fait comprendre avec le temps que le type de sanctions violentes qu'on a connues, il faut les abandonner. Frapper un enfant, ce n'est pas bien. Donc c'est bien d'avoir adopté le dialogue, avoir adopté les concepts, par exemple, de François Dolto. Mais je pose la question, est-ce qu'il faut mettre à la poubelle notre passé, notre manière d'éduquer? Et qu'est-ce qu'on met en place? Vous, parents, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il faut accepter, toutes ces modernités telles que les PlayStation pour aider nos enfants à s'occuper? Est-ce qu'il faut régulièrement confier nos enfants à des garderies, à des activités nombreuses le mercredi et le samedi? Je pose la question aux parents, est-ce qu'il ne faudrait pas passer plus de temps avec nos enfants? Est-ce qu'il faudra même prendre du plaisir à s'ennuyer? Pourquoi un enfant n'a pas le droit de s'ennuyer un peu? Pourquoi il faut absolument qu'il ait une occupation, qu'il ait quelque chose en main ou devant lui? Non, je pose la question aux parents. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'inspirer, je ne dis pas de tout prendre, mais de ce qu'on a vécu, de passer du temps avec nos enfants, de leur confier plus de responsabilités, de leur insuffler la culture du travail? Parce que là, je me demande, est-ce qu'on n'est pas dans une culture du non-travail? Un enfant vous dit rapidement, je m'ennuie. Quand il est adolescent, c'est pas grave pour lui de ne pas bien travailler à l'école, de ne rien faire à la maison. Donc, je pose la question aux parents, est-ce qu'il ne faudrait pas leur montrer d'autres modèles d'éducation? Voilà. Alors, donc, il s'agit là d'un rêve, d'un discours idéaliste. On pourrait penser comme ça. Oui. Mais est-ce que notre société est en mesure de porter la réflexion nécessaire sur l'enjeu
que représente le contenu de vos réflexions faites à travers cette petite brochure? Moi, je pense que nos enfants nous observent. Ils voient bien que nous sommes tous en difficulté. Cet ouvrage, ce n'est pas seulement à la Guadeloupe, c'est valable en Guyane, c'est valable à Saint-Martin. C'est pour ça que j'ai mis des traductions en langue étrangère. La crise de la famille, notre crise même au niveau sociétal, notre manière de fonctionner, nos enfants nous observent. Ils voient bien qu'on est en difficulté. Dans le monde du travail, on a du mal à collaborer avec l'autre. Il y a beaucoup de conflits. On barre la route. Tout est bloqué. Les enfants voient que nous-mêmes, nous sommes en difficulté. Il y a une crise sous-jacente, quel que soit le département d'outre-mer. Et j'espère que je vais inspirer les enfants et les parents à créer un autre monde de communication. Il faut que nous apprenions à communiquer antillais-guyanais autrement. Et ce mode de communication commence déjà dans la famille. Dans la famille, nous constatons que notre environnement, est-ce que les gens sont capables d'accepter tout de suite leurs voisins, leurs nouveaux voisins, les mounvini comme on dit? Est-ce que dans son travail, là, les parents sont capables d'accepter les gens avec qui ils travaillent? Donc c'est là, je veux qu'on insuffle aux enfants un autre mode de communication. Dans les classes, on constate qu'il y a des difficultés, beaucoup de violence. Maintenant, on parle beaucoup de harcèlement scolaire à cause des réseaux sociaux. Au collège, au lycée, on est obligé d'instaurer des heures de vie de classe de temps en temps pour ressouder la classe parce qu'il y a trop de conflits. Donc, je veux faire comprendre aux enfants, de manière ludique, mais aux adultes aussi, communiquons autrement, fonctionnons autrement. Cela permettra peut-être d'apaiser les choses dans la famille, à l'extérieur, dans le travail. Et peut-être que ça va apaiser la société antillais-guyanaise, parce qu'en Guyane, les difficultés des familles, des parents bouchingués, des parents amérindiens, ressemblent beaucoup aux difficultés que nous, parents guadeloupéens, nous rencontrons. On se ressemble tous dans nos difficultés, les familles. Vous m'aviez fait penser, monsieur Gabiani, aux familles Hmong. On se demandait, apparemment les familles Hmong de Guyane n'ont pas les mêmes conflits que nous on a dans les familles noires, amérindiens et autres. Peut-être il y a quelques éléments, quelques peuples qui n'ont pas les mêmes difficultés, mais dans la globalité, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, nous avons les mêmes problématiques. Alors, ce sont des problématiques, effectivement, qui suscitent beaucoup de débats au sein de notre société. De toute façon, ce débat, nous ne pouvons pas ne pas les entendre, parce que nous faisons partie de la société. Que l'on soit parents, grands-parents, enseignants, artistes ou autres. Donc, la question est la suivante. C'est que votre contribution, elle permet, sous un angle peut-être très ludique, elle permet de confronter les gens de notre société à cette problématique qui se pose comme une urgence, à savoir comment faire pour avoir une société plus apaisée, de façon à ce que le développement de nos enfants soit plus harmonieux et corresponde mieux aux besoins de cette société. Alors, ma question, elle est la suivante. Dans quelle mesure les parents d'aujourd'hui ne sont pas
dépossédés d'une part de l'autorité nécessaire à l'éducation de leur enfant. Je me suis posé la question sans arrêt, est-ce que j'ai eu la sensation avec les enfants qu'on a, quel que soit le niveau, que j'avais de la maternelle, primaire, au collège, au lycée, est-ce que certains parents volontairement se dépossèdent de leur rôle éducatif? C'est-à-dire que on a la sensation que tout problème qui peut être fait par l'enfant doit être résolu au sein de l'établissement. Moi, je pense plutôt qu'on devrait être dans un système, certes j'idéalise, je ne veux pas un retour en arrière de ce qu'on a connu en temps longtemps où il y avait vraiment une coéducation grâce au voisinage dans les villes, c'était les systèmes de la cour, dès qu'un enfant faisait une bêtise, le voisin était au courant, on redressait les choses. Je ne dis pas un retour en arrière comme ça, parce que maintenant nous sommes une société individualiste. Mais je propose aux parents qu'ils soient parents, mais qu'ils soient aussi enseignants. Quand l'enfant rentre à la maison, rester à ses côtés très longtemps pour qu'il apprenne ses leçons. Et cela, ça doit durer jusqu'au lycée. Le parent doit accompagner son enfant jusqu'au bac, tous les soirs s'asseoir et faire les devoirs avec lui. Et je propose un parent qui soit plus présent au sein de la famille. C'est-à-dire, certes, je comprends qu'un jeune parent travaille, doit faire sa vie, doit s'amuser, mais il faut savoir rester à côté de ses enfants, faire des activités qui correspondent à l'enfant, mais on peut également à la maison trouver des activités très intéressantes. Le modèle, je reviens à un modèle du passé, dans le jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, on peut faire l'éducation aux plantes médicinales. Il y a des tas de choses à faire avec les enfants. On n'a pas besoin de support, d'outils très importants. Ce que je veux dire aux parents, est-ce qu'il ne faudrait pas passer plus de temps avec nos enfants face à une société où il y a tant de tentations d'addiction extérieure. Nos enfants peuvent être très vite tentés par de la drogue. Quelles que soient les villes, on est touché par ce fléau. Donc j'interpelle les parents pour leur dire, ne faudrait-il pas penser à faire autrement, puisque vous voyez que nous sommes tous, à toutes les échelles, en difficulté. Voilà. Oui. Alors, à travers cette interpellation, nous retrouvons dans la brochure toujours ce débat entre les jeunes générations et les anciennes. Dans le cas d'Ève, en fait, elle observe la petite famille, elle observe avec attention les conseils, la conduite et le modèle proposés par les parents, père et mère. Et ce sont ces conseils qu'elle mettra par la suite en œuvre qui vont lui permettre de réussir à faire sa vie. C'est bien ça que j'ai compris. Oui, c'est bien ça. Bien. Certains disent que les adultes n'ont plus de prise sur les jeunes. On va revenir aux jeunes. Peut-on penser que l'éducation des enfants peut changer les choses pour que les adultes d'aujourd'hui continuent à jouer un rôle qu'on pourrait dire intergénérationnel et qui serait celui d'être un modèle pour les générations à venir. Même si les générations ne se reproduisent jamais de la même façon. En fait, c'est tout à fait ça. L'éducation
je considère que l'éducation est un élément fondamental qui nous permettra des changements dans notre société antillo-guyanaise où je dresse quelques problématiques. Il s'agit de s'adapter avec les parents, je m'implique dans les parents de la nouvelle génération, il s'agit de s'adapter aux difficultés, aux problématiques de la société actuelle. Mais je veux leur dire, peut-être il faudrait mener une réflexion autre. Peut-être il faudrait faire autrement. Peut-être faudrait s'inspirer de l'ancienne génération dont on entend. Voici en fait ce que je veux dire et je veux qu'on tire de là une morale, des morales. D'abord, le vivre ensemble. Pour moi, c'est un élément fondamental. Faire comprendre à tout un chacun, à travers le livre, on a vu que les fourmis vivent ensemble parce qu'elles discutent, elles se touchent, elles prennent la structure de l'agora grecque pour débattre de qu'est-ce qu'on va faire, quelle décision allons-nous prendre. Donc moi j'essaie de faire comprendre aux enfants, face à un événement difficile, peut-être vous pouvez vous inspirer de Ève la fourmi. Qu'est-ce qu'ils font les fourmis? Ils débattent, ils échangent, ils élaborent des projets. Ça, c'est une solution pour le livre. Autre élément, je veux leur faire comprendre, ne faut-il pas qu'il y ait une solidarité véritable entre nous? Comment se fait-il qu'on ne peut pas accepter l'autre? C'est des enfants qui n'acceptent pas les fourmis, qui les détruisent. Mais pour les parents, comment se fait-il qu'on n'accepte pas celui qui est différent à son travail, dans son environnement? Donc je veux leur faire comprendre, non, il faut peut-être faire autrement, il faut arrêter, notre société est en grande difficulté. Nos enfants ont besoin que les familles, les parents soient des modèles, et des modèles positifs. Voilà. Bien. Alors, il y a un deuxième aspect qui m'a interpellé dans le livre, c'est l'intervention de l'homme. Les hommes qui interviennent à ce moment de ce monde de fourmis, qui est en fait un monde d'hommes, mais ils interviennent cette fois-ci en tant qu'hommes. Alors ce sont les petits hommes, comme vous les appelez, les enfants, qui décident de détruire un nid de fourmis. Une action gratuite qu'on pourrait croire non justifiée, mais qui rappelle les violences que nous connaissons maintenant, et qui sont après réprimandés sagement avec des paroles d'un sage qui s'appelle Gégé, d'un adulte, et qui leur dit, ben ma foi, que leur geste n'était pas bon et qu'il faut respecter la nature. Alors là, j'en viens à cette chose qui montre que finalement, dans cette société humaine, il y a toujours cet aspect négatif, mais on trouve toujours quelque part les réserves qu'il faut pour pouvoir combattre ces aspects négatifs, d'une part. Mais d'autre part, donc, il y a cette sollicitation qui est le respect de l'autre. Hein? Le respect de l'autre, des autres éléments de la nature et des autres éléments qui font partie de notre environnement. Hein? De notre environnement. Et de la même façon que l'histoire, elle aussi, elle est présentée sur le territoire de Saint-Claude. Elle se déroule entre le Matouba et les rivières du Galion. Un autre, c'est vrai, un autre aspect qui est intéressant dans la mesure, c'est une histoire de proximité. Donc ma question est la suivante.
est-ce que c'était si important que cela de faire ces rappels utiles du lien qu'il y a entre les enfants, entre les hommes et leur environnement? Alors, c'est fondamental, hein, dans la mesure où j'essaie, pour moi, c'est un ouvrage qui est destiné à la réflexion. Certes, les enfants lisent une très belle histoire, mais à la fin, j'ai mis un questionnaire leur poussant à chercher quel est l'environnement de la forêt, notamment celle de Saint-Claude. Certes aussi, il y a des questions de compréhension de français. Je veux revenir au personnage, au sage, Gégé. En fait, je me suis inspirée de notre histoire, hein, antillaise, antillo-guyanaise. Il y a 150 ans, qui étaient les sages? C'était nos grands-parents. C'était peut-être le prêtre. Il y a 50, 60 ans, qui étaient les sages? C'était aussi l'enseignant. L'enseignant avait une place fondamentale. L'enseignant était respecté. Dans les années 70-80, on se demande qui est le sage. Maintenant, les psychologues ont beaucoup de place, interviennent beaucoup dans les écoles, hein, puisque les enfants en difficulté passent des tests. Dans les familles, parce que des fois, quand ils sont en grande difficulté, ils vont voir des psychologues. Donc, je me posais la question, mais qui est le sage maintenant dans notre société? C'est plus le prêtre, c'est plus les grands-parents, puisqu'on ne donne plus trop nos enfants à nos grands-parents pour diverses raisons. C'est plus les enseignants, notre métier est fortement dévalorisé. On se demande pourquoi, mais c'est qui le sage? Donc, j'essaie de montrer que c'est un parent. On éduque vous éduquez vos enfants, mais on a toujours besoin de sages. Comment le trouver dans notre société? C'est la question que je pose maintenant. Concernant l'environnement, je vis depuis 20 ans à Saint-Claude, donc je vis dans cet environnement. Je regarde bien comment il est utilisé, comment il est mis en valeur, comment il est dégradé certaines fois. Donc, mon environnement m'a inspiré pour que cette histoire, qui est attrayante, donne à l'enfant l'envie de connaître, d'apprendre c'est quoi cette forêt qui nous environne, d'apprendre qui sont les insectes, qui sont les animaux qui constituent cette forêt. D'ailleurs, dans le deuxième tome, j'envisage d'approfondir les différents types de fourmis qui existent en Guadeloupe, aux Antilles en général, parce qu'il y en a de très nombreuses variétés qui ont des modes de fonctionnement différents chacune. Donc, il est important pour notre enfant, mais aussi pour l'avenir, de comprendre notre environnement. Et je demande aux parents de tendre la main et d'accompagner les enfants à apprendre où on habite. Alors, vous faites référence dans votre démarche pour proposer des solutions à cette fameuse agora. Et je voudrais quand même que vous nous précisiez ce que vous entendez par là, d'accord? Et lorsque vous faites cette proposition. En fait, je me suis inspirée des histoires de notre passé. Bon, moi j'adore l'histoire, hein. Donc là, je me suis inspirée de l'agora grecque. Sur la place publique, les gens débattaient, les philosophes naturellement discutaient avec le peuple. Donc cette représentation, ce symbole que j'utilise dans mon livre, il a été inspiré par un tableau que j'ai fait il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, l'agora, c'est la possibilité pour les fourmis de se regrouper, de débattre en cas de difficulté. Mais je me suis aussi inspirée de notre passé antillo-guyanais. Et en Guadeloupe, il y a eu des formes d'agora.
Moi, mes parents me parlaient de ce qui se passait à la place de la Victoire dans les années 60, où il y avait des grands débats entre divers citoyens. Et M. Vianney, je voudrais que tu nous relates, puisque moi je n'ai pas connu cette époque du square Pichon. Comment se passaient les débats à Basse-Terre? En fait, les échanges étaient nombreux. C'est-à-dire à Basse-Terre, il y avait deux grands centres de débat. Il y avait des débats partout, hein, parce que ce n'était pas l'époque tellement de la télévision, ou même lorsqu'elle est apparue, les adultes, ma foi, préféraient se rencontrer dans des lieux publics, tels que des lolos et tout ça. Mais à Basse-Terre, il faut forcément Saint-Claude, parce que il y a une bonne partie de Saint-Claude qui était liée à Basse-Terre, dont mon Lavage et tout ça. Avec l'existence du port de Basse-Terre, on avait un lieu de rencontre inimaginable. Parce que la vie, Basse-Terre était un centre économique et c'est vers là que convergeaient toutes les personnes. Le marché de Basse-Terre, c'était un lieu de palabres et de rencontres. Les femmes allaient au marché, surtout le samedi, et c'est là où elles allaient, pas seulement pour le marché. En revenant du marché, elles rapportaient toutes les nouvelles qu'elles avaient entendues. Le port de Basse-Terre lui-même, c'était un lieu de rencontre plutôt masculin. Mais c'était un lieu ouvert, si bien qu'on allait au port de Basse-Terre lorsqu'on n'avait rien à faire, et on rencontrait toujours des gens pour discuter là. Des dockers, des chauffeurs, tout un personnel, vous savez, les sociétés de vente de matériaux, de Linière ou de Moréo, et cela était lié directement au port de Basse-Terre, c'était un lieu d'échange extraordinaire. Il y avait aussi un lieu d'échange qui était celui du bas du bourg. Au bas du bourg, c'est là encore, lorsque les bateaux venaient, il y avait jusqu'à minuit et demi, 2 heures, des marins qui se promenaient en attendant que le bateau reparte. Et tout le monde était un peu commerçant. Et à quelle que soit l'heure que vous alliez au bas du bourg, eh bien, vous trouvez, il y avait des débats, il y avait des discussions sur tout. Hein? Et vers les années 75-80, Alex Nabis crée les fameux débats publics et populaires que nous avons connus le vendredi Pichon, avec une structure qui avait été faite par l'architecte Berthelot, dont les restes sont encore là parce que l'archipel s'est construit à la place de vendredi Pichon, et on trouve encore les escaliers où tout le monde venait, s'assoyait et pouvait prendre part au débat de thématiques qui existaient. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il se trouve que les choses ont évolué. Ces débats n'existent pas de la même façon parce que les centres ont disparu. Les centres ont disparu. Il n'y a pas de lieu où on se rencontre pour pouvoir discuter comme avant. Pardon, j'étais un peu long, pardon. Non, mais c'était important de relater notre histoire, parce qu'en fait, j'essaie de faire comprendre justement aux parents à travers ce livre que nous sommes riches d'histoire. Peut-être qu'on ne vous a pas raconté votre histoire, comment se passait dans les années 40. Moi, on me l'a fait. On m'a raconté ce qu'était la guerre. Ce qu'était la guerre à Matouba. Ma mère y était. On m'a raconté comment ça se passait dans les années 60 et les premières révolutions à Bainbridge. Donc, même si nous sommes confrontés à beaucoup de modernité, enrichissons-nous de notre histoire pour éduquer autrement nos enfants, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Nous sommes vraiment
Nous sommes dans la nécessité, que ce soit au niveau des familles, des entreprises, la société est en crise. Voilà l'un de mes objectifs. Mais tout ça, présenté pour un enfant de manière très ludique. Mais je ne voulais pas une histoire à raconter aux enfants. Parlant de prince charmant, je ne voulais pas de ça. Je voulais vraiment que l'enfant ait conscience qu'il vit dans un environnement merveilleux, qu'il a la possibilité de faire plein de choses et surtout de trouver un sens à sa vie. Alors, ce qui signifie forcément que se pose la question, tu l'as déjà dit, mais je reviens là-dessus, du niveau de participation des parents à l'éducation de leur enfant et quelles sont les valeurs qui devraient être mises en avant. Pourquoi je dis du niveau de participation? Indépendamment de la lecture du livre, j'ai parfois l'impression que parfois certains parents, je n'ai pas la règle générale, certains parents abandonnent carrément l'enfant pour les enseignants et adviennent que pourra. Et sans porter une contribution forte à l'éducation, mais aussi à l'enseignement. Donc, ceci signifie, à mon sens, qu'il faudrait se poser la question des valeurs que les parents doivent transmettre. Et lorsqu'on dit parents, on dit famille. Et lorsqu'on dit l'ensemble des familles, on parle de la société. Et ceci, quelle que soit la société au monde, y compris la société guadeloupéenne. Alors, est-ce que ce sont des choses qui nous sont tellement particulières? Ou alors, est-ce que les valeurs qui devraient être transmises, elles sont guadeloupéennes, elles sont antillaises, elles sont universelle? Alors, la place du parent, j'essaie de faire comprendre, est fondamentale. J'aborde, comme vous, M. Gabiani, le fait qu'il ne faut pas laisser intégralement l'éducation de vos enfants à des tierces personnes. Nous sommes une société individualiste, mais également, on ne peut pas laisser notre enfant entièrement dans les mains des enseignants, dans des garderies, dans des activités et autres. Notre place doit être à côté de nos enfants, mais en permanence. D'autant plus qu'il y a beaucoup, comme je dis, de dangers qui guettent nos chers enfants. Les valeurs que j'essaie d'expliquer dans cet ouvrage, c'est des valeurs de vivre ensemble, je l'avais dit, de solidarité. La famille Fourmi arrive à s'en sortir parce qu'ils sont solidaires entre eux. Entre eux, ils ont trouvé une solution. S'ils n'avaient pas été solidaires, ils auraient été détruits par ces petits hommes. Et également, la dernière valeur que j'essaie d'insuffler, c'est la protection de l'environnement. Nous sommes différents, les hommes, les fourmis, mais il faut qu'on arrive à vivre de manière harmonieuse. Voilà le message que j'essaie d'insuffler. La solidarité, le vivre ensemble et le respect de l'environnement. Ce sont les valeurs premières de cet ouvrage. Donc, je crois que l'essentiel a été dit. On ne va pas fouiller cet ouvrage davantage. Il faudra le laisser au bon soin de ceux qui vont se le procurer. Mais alors, cet ouvrage a été traduit en plusieurs langues. Quelles sont-elles? Alors, en fait, quand j'ai fait la traduction, ça a toujours un sens. Hein. Pour moi, nous vivons dans un environnement caribéen.
à côté de nous, on parle espagnol, on parle anglais, on parle créole, bien sûr, fondamental. Mais il y a aussi des familles guadeloupéennes qui vivent en Guyane. Donc on parle en Sranotongo. Moi j'ai pris pendant une année des cours de Sranotongo. C'est la langue des Bouchina et des Guyanes. Donc en fait l'objectif c'était pas de traduire pour traduire. Nos enfants sont capables de parler plusieurs langues. Cette initiation doit être faite de manière assez tôt. Nos enfants doivent être naturellement bilingues, créole-français, dès la maternelle, mais on peut aussi leur apprendre l'espagnol. Il faut leur apprendre l'espagnol. Vous vivez dans un environnement caribéen. Il faut rapidement qu'ils apprennent à parler espagnol. L'anglais également. Langue parlée de manière universelle. Et également, j'ai fait une traduction en allemand. Bon, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup allemand dans l'environnement, c'est parce que je travaille dans un lycée où il y a des enseignants, une enseignante en allemand, donc elle m'a fait la traduction en allemand. Donc, en fait, l'objectif, j'ai créé un ouvrage, un album de jeunesse, je l'ai traduit dans d'autres langues pour que nos enfants soient initiés aux autres langues étrangères. Nos enfants doivent être capables de parler 4 langues. Nous sommes dans l'environnement caribéen. Et vous devez contribuer à cela, parents. C'est en ce sens que j'ai créé des traductions. Voilà. Et quelqu'un qui veut entrer en contact avec vous ou se procurer de cet ouvrage, de l'ouvrage, hein? Où peut-il l'avoir? Comment faire? Alors, aujourd'hui, il est accessible à Bouillante, à la plage de Malandure. Il est accessible à Vieux Habitants au Café Cholette. Il est accessible à Trois-Rivières, au bord de mer, le Magasin de Tourisme. Et j'espère bientôt accessible à l'OVAP, de Saint-Claude. Donc, je commence en fait la communication, mais vous pouvez déjà l'acheter à ces 3 lieux. Également à la Pointe des Châteaux, à Saint-François. Donc, je vais laisser mon mail également à la médiathèque, vous pouvez me contacter. Donc, voilà. Il y aura possibilité de l'avoir par le biais de la médiathèque de Saint-Claude aussi. J'espère. J'espère, c'est temps pour parler. D'accord. Eh bien voilà, l'essentiel a été dit. Hein. Ah. Donc voilà, donc on va remercier Madame Chandler pour la présentation de son livre. Ève la fourmi qui voulait devenir infirmière, qui est remplie de valeurs que nous devrions bien évidemment transmettre aux enfants, mais surtout des valeurs qui pourront certainement servir aux parents dans le cadre de l'éducation à donner à leurs enfants. Donc on remercie également Monsieur Biabiani d'avoir permis cet échange. Et puis remercier l'ensemble des internautes qui ont pu suivre ce live donc, sur notre page Facebook. Donc merci également à l'ensemble des agents de la médiathèque de permettre que ces échanges et ces présentations d'auteurs et d'ouvrages puissent être diffusés. Donc nous vous encourageons à continuer à suivre ces présentations d'auteurs sur nos réseaux sociaux et sur l'ensemble des supports numériques de la ville. Donc restez connectés. Merci beaucoup et bonne journée.